C'est chaud, ça. Et là, je prends Et le coup, quoi, tu vois, parce que, ouais. Et Stan Demos, on vient vers lui et il commence à faire un peu le facétieux. Il a vu les pancartes se lever, des bonnes notes. Et quand on lui pose la question, il te regarde et il fait l'absent. Il y a un peu d'acting même, tu vois. On lui dit Monsieur, votre réponse et il dit oui, pardon. Je vous réponds dès qu'il est arrivé. Où vivent les anges? Où vivent les anges? Wow. Tu entendras au creux des nuages, dans le rire des enfants. Stan Demos dira dans les silences gênants. On entendra aussi dans le cœur des ingénus, en chacun de nous, dans le cœur des bien-aimés ou des bien-aimants. Et il y a quelqu'un qui dit dans une adresse 76 boulevard du Chêne dans la Nièvre. L'île, elle est dans le futur, mais l'île sur laquelle se trouve Felicity fait partie du monde connu. Hein. Donc toutes les références à la France et aux pays existants sont possibles. C'est une île du Pacifique. Et quelle sera la réponse de Tom Chrysos? Donc j'attends un peu, là je trouve la question super difficile et tout, mais je réponds, ils vivent dans l'ultime volume de mon cœur où ils peuvent encore battre des ailes. Là, les panneaux se lèvent. La foule, on reconnaît, et tu entends les commentateurs de loin, parce que toi tu les entends pas bien, ils sont vraiment là pour la radio, etc. On reconnaît bien le style de Chrysos, hein, la poésie, là où chez Stan Demos, au contraire, on avait plutôt quelque chose de l'insolence, l'impertinence, tout du moins, tout à fait. Et je trouve que finalement le classicisme certain de Tom Chrysos, c'est malgré tout lui rendre honneur. On sent que son concurrent veut faire dans l'originalité, mais ça n'est pas toujours la meilleure idée. Mais attention, voici la dernière question, et il paraît que celle-ci est particulièrement salée. Êtes-vous prêts pour la dernière question ? Le présentateur vous demande à tous si vous êtes prêts. On sait que celle-là, elle est toujours très compliquée. Donc voilà, petit hésitation dans la foule. Stan Demos, eh bien, allons-y. La question est tout simplement la suivante. Quel est le sens de la vie ? Quelqu'un répondra simplement mettre la mort en échec, sans parvenir à convaincre le jury. Et même Stan Demos manquera d'inspiration en disant le sens de la vie, c'est de trouver la réponse à cette question. Cicéro, lui, dira, plus poétique, chérir chaque grain du sablier. Et que dit Tom Chrysos ? Alors là, dans ma tête, c'est une tempête, tu vois, c'est une espèce de brainstorm. Sur l'instant, je sais que c'est très peu de secondes, etc. La première chose qui me vient, c'est quelque chose autour de sens interdit, sens unique, etc. Et au début, j'ai envie de dire, je raconte ce qui se passe dans ma tête, quoi, mais au début, j'ai envie de dire, la question me laisse interdit. Mais je vais vous donner une réponse unique. Tu vois, j'ai envie de jouer là avec ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est trop perché, c'est trop un peu trop elliptique, etc. Et en fait, je tente le coup, la punchline. Et en fait, je dis, quel est le sens de la vie ? Je réponds, le 6e.
Voilà, je reste là-dessus et je tente ça. Voilà, tu vois. Très bien. Très bien. On a plus de mal à vous départager là-dessus. Évidemment, question difficile, la réponse est parfois difficile aussi. Mais c'est une boutade, évidemment, tu vois. Quelqu'un dira le sens de circulation du sang d'un ange lorsqu'il va de son cœur à son cerveau. Et c'est apprécié parce que ça reprend un peu toutes les questions en même temps, donc c'est accepté. Voilà. Et puis il y a la transcendance pour quelqu'un. Mais déjà après cette première épreuve, les gens ont été bien triés. Tu te sens confiant. Toi tu vois les résultats que tu as obtenus, tu dis bon, on a bien avancé, on a même des points d'avance pour la suite, ça devrait aller. Mais tu as un petit moment de déstabilisation. Parce que dans cette foule, tu es presque sûr d'avoir vu le reflet de grandes lunettes aviateurs miroirs. Mais alors que tu cherches à nouveau, non, il faut que tu restes concentré. D'autant que c'est l'épreuve très éliminatoire. C'est toujours là qu'il y a un maximum de gens qui se ramassent. Du bourrimé. Le bourrimé, le jury va donner des rimes. Le jury va donner 2 couples de rimes. Et il faudra très rapidement choisir le nombre de syllabes. Alexandrin, octosyllabe, décasyllabe. Et lâcher des vers. Avec ces rimes. Et le premier couple de rimes, absente, élégante, été, beauté. Les gens, évidemment, grattent, mais ils ont très peu de temps. Paraît-il qu'au XVIIe et XVIIIe, ce jeu se pratiquait à l'improvisade. Et alors là, faut du level. Été comme la... Sinon ça rime pas, Sandra. C'est été, voilà. Été, beauté. Été, la saison. Et là, vous savez que ça, c'est un truc où Cicéro brille. Démosthène sera moins efficace. Vous êtes tous au milieu de cette grande pelouse centrale de l'amphithéâtre, dans un silence cette fois quasi religieux. Tout le monde retient sa respiration. Les couples de rimes ont été donnés. Et en moins de 2 minutes, il faut pouvoir dire quelque chose. Alors, quelqu'un s'avance. Il s'appelle Théval. Ou Thévalge même. Il eût fallu que tu n'aies pas été absente. Oh, que ta présence m'eût été élégante. À force de se répéter tout un été, j'ai perdu la liesse allouée par ta beauté. On est même pas trop mal sur la versification. Bravo. Dans la douce chaleur de l'été, ton souvenir flotte, légère et absente. Ton charme, une danse folle et élégante, imprègne chaque journée de sa beauté. Attention, car voici que s'avance Démosthène. Ça n'est pas sa spécialité. Et avec cette morgue qui confine à l'arrogance, octosyllabe. J'ai vu la folie qui s'absente danser une valse élégante, en voyant dormir la beauté de toutes les fleurs de l'été. Applaudissements timides, les gens ont l'air de trouver ça un peu éculé, un peu cliché. Est-ce que Tom Chrysos est prêt? Ouais, Tom Chrysos a gribouillé, mais il s'avance. J'annonce, car c'est ma métrique, l'alexandrin, en rime embrassé.
Et j'attaque un peu sur une ligne malarméenne, justement, un petit peu avec beaucoup d'ellipses. Et je dis, toujours reconstitue ta figure absente dans mon imaginaire où s'inclut ta beauté. De toutes les saisons n'est gardé que l'été, où un trait de soleil tranche ta nuque élégante. Bon, il y a des problèmes de pied, mais voilà. Je ne devais pas te faire l'affront de te dire, dis-moi, tranche ta nuque élégante. Il n'y a pas un E de trop là à la série. Il y a un pied de trop. On est sur 13, mais le public de pris par. Mais tout à fait. Dans l'engouement. En revanche, s'avance celui que tu crains. Ouais. Alexandre. C'est Marc Cicéro. Ouais. J'ai cru voir au matin la plus grande beauté. Elle allait dans les rues, ainsi qu'une élégante qui sait que tout languit sitôt qu'elle s'absente, et d'un geste badin vint détrôner l'été. Et tu entends les commentateurs qui sont chauds. Ils disent, oh, c'est l'automne. Oh, il nous fait une allégorie de l'automne, c'est magnifique. Marc Cicéro n'a pas volé sa réputation, mais on sent qu'il est talonné de près par Tom Chrysos, qui va remporter l'épreuve. Vous savez que ce qui départagera les finalistes, ce sera évidemment l'épreuve reine de ce championnat Ultima Oerba, le discours préparé bien évidemment, où l'écriture et l'interprétation du texte sont jugées à valeurs égales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc, mais moi je trépigne d'impatience. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a une épreuve à nouveau de Bourrimé, cette fois avec des rimes particulièrement vicieuses. C'est le jeu, tout à fait, je ne l'avais pas oublié. Retournons tout de suite à nos candidats. Bon, là, je me sens... j'ai une grande lucidité sur le segment. Je sais que Marc Cicéro, là, a marqué des points, que sa laisse était vraiment supérieure à la mienne. Donc, je sais qu'il va falloir compenser, qu'il va falloir essayer d'être très fort sur le deuxième Bourrimé et après sur l'autre épreuve. Mais là, je suis perturbé, quoi. Je sens qu'il peut gagner. Voilà. D'autant que Vienne, le couple, et là tu lis sur la tronche de la dizaine de concurrents toujours en lice que waouh, il y en a déjà qui se sont cassés les dents sur les Bourrimés, mais là quand on annonce, il y en a vraiment qui se décomposent. Xylophone, Perséphone, vociférer, légiférer. Tandemos lève la tête, mais il s'est précipité, il a l'air vraiment pas sûr de lui. Pendant ce temps, Epsiba tente le son aigu du xylophone, comme les cris de Perséphone. Rien ne sert de vociférer, il faut seulement légiférer. Blanche-Crin, loi que j'entends vociférer, toi que je vois en xylophone, tes poumons à la Perséphone, cesse et reviens légiférer. Un jour la triste Perséphone, trop absente pour légiférer, sur mélancolique xylophone, juste des sons à vociférer. Démosthène s'avance. Pardon, Stan Demos s'avance. Depuis longtemps, je sais vociférer. Ne cherchez plus. Pourquoi légiférer? Hadès lui-même me voudrait Perséphone. Tant tous mes mots sonnent en xylophone. Et là, tu vois, on entend les commentateurs faire aïe aïe aïe, main défaut d'inspiration sur ces vers, et il m'a semblé compter au moins un pied de trop sur le troisième vers. Ça n'est pas éliminatoire, mais ça peut lui coûter un point de pénalité. Tom Chrysos a l'air concentré. Va-t-il nous sortir une de ses perles? Saura-t-il sortir de ce guêpier?
Allez, je change et j'avance en disant à nouveau alexandrin. Sonnet en alexandrin, enfin, en tout cas 4-1 en alexandrin avec enjambement final. Donc, une tentative un peu de sortir de la métrique pure. Et j'attaque comme ça. Tes pas sur le marbre teintent en xylophone. Les mythes tambourinent, tu es Perséphone. Sans vouloir sur la Grèce prétendre légiférer, je crois que murmurer « je t'aime » sonne mieux que le vociférer. Incroyable, incroyable, quelle remontée! C'est parfait, il s'en est tiré admirablement. Oui, vous aurez noté l'enjambement final. Enjambement, j'aurais plutôt pensé à un rejet, mais non, pas du tout. Les deux commentateurs commencent à se prendre le chignon sur enjambement, rejet. C'est un rejet, c'est vrai, c'est un rejet. Ils se prennent la tête. C'est terrible. Mais ils ont pas l'air d'accord, cela dit. Ils ont pas l'air d'accord. Et puis Marc Cicéro s'avance. Tu entends, ça hurle. Chrysos, Chrysos, Chrysos. Et Marc Cicéro s'avance. Chut, on fait taire le public. Chut, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Il te regarde avec défi. Et là, je flippe, quoi, tu vois, parce que je me dis, bon Dieu, s'il me remet une dose sur, tu vois, sur le deuxième bourrimé, ça va être chaud. Ouais. Lui a osé la toge. Et comme toi, alors que on peut quand même féliciter au moins, même pour la pauvreté de ses vers, mais Stan Demos qui a fait octosyllabe puis décasyllabe, là, lui aussi vient en alexandrin. Ouais. Et donc il a poussé, parce que je ne l'ai pas décrit physiquement, mais il s'agit d'un brun aux cheveux longs avec un catogan, imberbe mais des yeux d'un bleu acier, et assez bel homme. Il a poussé le vice à faire quelque chose qui finalement est assez beau. Il porte un costume assez sombre, un costume assez cintré, mais par-dessus il a mis une toge. Et en fait, comme le costume est noir, la toge colorée ressort assez bien. Sur ma vitre, la pluie jouait du xylophone. Et mes pleurs sur mon sort semblaient légiférer. Tu n'es plus, et mon cœur a beau vociférer, l'enfer ne me rendra jamais ma Perséphone. Là, plus classique, tu vois. Là, plus classique. On sent que c'est difficile de vous départager. Et alors que la musique, c'est très calibré derrière vous, vous entendez que ça, dans le jury, ça note, ça comptabilise les points. Et il y a un petit moment de latence où tous les candidats attendent un peu tendu, quoi. Alors que la foule est en délire, ça commande, ça mange, etc. Et tu as quand même cette espèce de transport intérieur de te dire que waouh, tous ces gens-là sont capables d'apprécier des vers, d'en mesurer la métrique. Il n'y a quasiment que des gens qui sont capables d'apprécier la poésie et les vers. Et tout d'un coup, tu es inquiet de voir que ça te surprend. Alors que c'est la norme à Felicity. Et ça te mettrait presque un petit handicap pour l'étape décisive qui va venir. Étape dans laquelle tu vas devoir offrir ton texte que tu as eu le temps de préparer, celui-ci, devant une foule prête à t'acclamer, mais tu as ce pincement au cœur, ces lunettes miroirs, cette silhouette, cette sensation très étrange de waouh, c'est incroyable tous ces gens qui s'y connaissent en poésie, mais non, c'est normal en fait. Et d'où ça vient cette espèce d'étonnement? Voilà, il se passe des choses en toi qui te déstabilisent un peu, mais il va falloir que tu réussisses à reprendre, à souffler. Evinrude, lourde des chagrins, les larmes de Perséphone goûtent une à une en ondes de xylophone. De son être entier, la rancune vocifère. Pourquoi a-t-il donc fallu qu'Hadès légifère? Bien joué, très beau. La musique s'éteint gentiment sous le geste impérieux du maître de cérémonie. Vous n'êtes évidemment plus que 3.
Ouais. Et évidemment, il reste que les meilleurs. Le premier à passer, c'est Stan Demos. Le thème qui vous avait été donné était « Qui me dit que je suis ?» Le premier à passer, c'est Stan Demos, qui est parti sur l'autre, sur autrui, et sur autrui comme témoin de ma propre vie, et que seul je suis un témoin bien insuffisant, et que plus qu'autrui, il y a toi, et ton regard, le regard que tu poses sur moi et qui me fait exister, et finalement c'est toi qui me dis que je suis, etc. Le thème est respecté, l'interprétation et l'articulation sont impeccables, mais hélas, ça ne transporte pas les foules. À toi de me dire si on garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire toi, parce on va vous demander ensuite lequel des deux veut y aller le premier, ou si c'est Marc Cicero qui ira le premier. Je serais d'avis de garder le meilleur pour la fin, mais à toi de... Ouais, on va laisser Marc Cicero y aller. On prend le risque. On sait que c'est difficile. C'est-à-dire que quand tu prends la parole finale, tu as intérêt effectivement à être très fort, parce que sinon tu marques une redescente dans l'attention du public, et là ça pardonne pas, quoi, tu vois. Mais du coup, je prends le risque. J'ai peur. Il a déjà fait deux bourrimés qui tenaient vraiment la route. Le premier était super, le deuxième plus classique, mais pour moi, il a un peu d'avance, quoi. Voilà, dans la joute. Et là, je tente un peu le coup de bluff en disant, on va le laisser porter l'estocade et répondre derrière. Marc s'avance dans son costume et sa toge, une toge rouge éclatante, et dit de manière sonore: je ne suis pas. J'étais peut-être, je serai sans doute, mais je ne suis pas. Et c'est bien là toute la difficulté de l'être. On ne fait que se suivre soi-même sans être tout à fait. Comme les astres en orbite, nous sommes dans une chute perpétuelle. Nos cellules sont les grains du sablier, nos pleurs, l'eau de la clepsydre. Le temps nous mâchonne sans relâche, et si j'essuie sans broncher les violences que le temps me fait subir avec l'inéluctabilité de l'eau qui dévore la roche, je n'en suis pas moins un mort qui marche, comme d'ailleurs toute chose. Nous parlions de l'eau dont on dit qu'elle se ferait un chemin partout, mais qui lui permet de creuser la roche si ce n'est le temps. Et le feu n'est-il pas tout aussi inoffensif, coupé du temps qui s'écoule? Ne nous y trompons pas, mes amis, ce ne sont pas le feu ni l'eau qui causent les ravages que nous combattons, c'est le temps. Tempus edax rerum. Il est la source de tout, et il est cet insaisissable monstre, tantôt témoin, tantôt bourreau, qui avale tout. Pourtant, c'est dans son cours que je suis tant bien que mal, que je peux lire que j'étais, que je peux espérer que je serai. La foule va acclamer, mais il y a un geste du jury, comme si c'était que la fin du premier mouvement et pas du morceau, et on te fait signe d'avancer. Et j'avance, et là j'ai fait un choix qui est un choix un peu risqué. Voilà, j'ai fait une vraie prise de risque, c'est-à-dire que j'ai voulu jouer sur un axe qui est pas forcément hyper présent à Felicity, mais qui pour moi me touche beaucoup. C'est un axe sur qu'est-ce que ça veut dire être dans un monde où tu peux être simulé. Tu peux être simulé par l'imprimante, tu peux être simulé par les écrans, tu peux être vu comme une créature de pixels. Et qui me dit que quand je suis retransmis, et notamment par ces écrans géants autour de l'amphithéâtre, c'est bien moi qui parle, c'est bien moi qui vous parle, comme je suis ici aussi en train de vous parler à l'intérieur même du jeu. Donc il y a une espèce de mise en abîme que je tente
par rapport à l'épreuve. Et donc je m'avance. Parfait. Et je sais que je joue certainement l'épreuve sur ce moment-là, quoi. Qui me dit que je suis? Qui me dit que je sue, que je sens, que je pue, que mon corps muant, mutant ne fait pas encore partie du décor? Suis-je un corps né, incarné, né nu, d'une fée, disons, sans phare, enfant né, oui ou non, d'une vraie mère, lotus de chair éclos dans le miracle d'une mare? Suis-je un enfant né nu phare? Ou suis-je un personnage de pur pixel, un persona qui hante vos écrans de plasma, un avatar sans beauté, bâtard, un homme tronc, né déjà battu, un pitre qui bute sur les bords de votre vitre en mouche moche, fichtre. Qu'est-ce qui cloche? Qui me clash? Qui cheat? Qui triche? Qui chatte sur Twitch? C'est louche. Remets donc une couche sur mon mèche que je ressemble pas à un wesh craché dans une Matrix. Qui me dit que je suis? Qui me dit que je fuis par les pores, par la bouche, en ballon de baudruche? Fuit. Qui me fisse que je suis réel ou pixel, mère ou carte mère? Où t'es, papa? Où t'es? Ton nom est un san, ton nom est père. Personne. Je crois que je sais. Je suis né du verbe, de la verve, d'un pur amas de mots. Je suis une masse d'air qui glisse et s'immisce dans vos imaginaires pour y enfanter des mondes. Je suis l'engeance sans vengeance d'un maître du je qui me voit. D'un dieu sans yeux, du verbe intime, ultime, qui me ventriloque du tac au tac. Et moi, désormais, je me tais, ou je te tue, maître, je te tue, toi, tue-moi, ou laisse-moi reprendre la direction du je. Le silence après Damasio, c'est encore du Damasio. Il n'y a pas un bruit dans l'assistance. Les gens sont scotchés. Et c'est Marc Cicéro qui s'approche de toi et qui pose genou, le gauche, mais genou quand même, en terre. Permettez, monsieur, que je m'incline ce soir. Il n'y a pas plus élégant que de reconnaître quand l'élégance vous domine. Et là, c'est l'acclamation. La foule est en délire. C'est absolument incroyable ce que nous a fait Tom Chrysos. De l'allitération, des jeux de mots, de la paronomase. C'était un véritable festival. Istre, oustre, astre, j'en suis encore tout ébouriffé. Vous avez absolument raison. Même si vous disiez n'importe quoi sur le Roger, vous avez absolument raison. Tom Chrysos a absolument tué ça, comme disent les jeunes, il a dead ça. Tout le monde est en folie. Et pourtant, alors qu'on s'approche pour te remettre les lauriers du vainqueur, tu repères dans la foule cette silhouette. Toujours la même. Mais cette fois-ci, elle semble plus en chair, plus incarné. Que fais-tu? J'ai donc ouais. Tu as ta couronne de laurier. De laurier. Oui. J'ai pris ma canne. Je la dévisse très légèrement. Tu vois, je m'apprête à un coup fourré potentiel. Normalement, avec cette canne, j'avais prévu de signer. Et là, je modifie l'imprimante pour le passer en lame d'acier, quoi.
tu vois, dans le fourreau, au cas où. Mais j'essaie d'être présent au maximum aux applaudissements de la foule, etc. Mais je pense que ma femme, notamment, sent qu'il y a quelque chose qui déconne. Je suis pas complètement dans la satisfaction, dans les louanges, etc. Elle sent qu'il y a un truc et elle-même, elle essaie de regarder autour qu'est-ce qui va pas. Mais en tout cas, j'ai les lauriers, j'ai la main sur la canne de façon un peu hiératique, mais je suis prêt à dégainer éventuellement s'il se passe quelque chose, quoi. Pour une fois, la silhouette ne disparaît pas. Elle paraît bien incarnée, comme je te disais, et elle va suivre un chemin, se faufiler entre les gens et sortir par là où tu allais toi. Que fais-tu ? C'est-à-dire que là, je suis encore dans le cadre de l'amphithéâtre, et normalement, je sors de l'amphithéâtre vers les loges ou vers... comment ça se présente. Ouais. Ça part vers les loges. Ça part vers les loges. Et j'ai vu qu'il arrive qu'il s'est positionné pas très loin sur le... Très étrangement, il fend la foule sans que personne ne semble prêter attention à lui, mais les gens s'écartent. D'accord. Est-ce que près de moi j'ai Gareth? Est-ce que j'ai mon masseur? Est-ce que j'ai Suzanne? Il y a Gareth, il y a ta femme, il y a Suzanne, la prof de diction, et il y a effectivement Rose, pardon, voilà, ton épouse, Rose qui est là. D'accord. Rose qui est là aussi. Ils sont proches de moi. Ils font un petit pack autour de toi. Ta femme t'a donné un chaste baiser sur la joue et tu as lu dans son regard son admiration et sa fierté. Elle t'a glissé à l'oreille que tu avais été meilleur que jamais, que ton texte avait été bouleversant. Mais bon, tu entends ça comme un bourdonnement et puis tous les éloges autour de toi, les photos, les caméras. Tu es aspiré. J'ai pas de garde du corps à Felicity, c'est pas l'esprit de... Non, pourquoi faire? Non. Ok. Donc je dis à Gareth de se placer vraiment proche de moi, vraiment côté droit comme ça, et aussi au masseur qui a quand même une assez bonne carrure de se placer côté gauche, quoi. Comme ça j'ai deux ailerons un peu droite et gauche et j'avance, mais en essayant de repérer toujours cette silhouette dans le... Et j'ai toujours la main sur le... Donc je le tiens, tu vois la canne, mais je suis même pas au sol. Je la tiens un peu en position légèrement inclinée, on sait jamais. Voilà, j'essaie de me préparer éventuellement, parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe quand même. Mais je sors vers les loges, évidemment. Ouais. La silhouette s'éloigne et tu la suis du regard. Tu vas vers les loges. Tu vois qu'au bout du long couloir des loges, en fait, il y a comme une sorte de long couloir, il y a une porte métallique. Et elle prend cette porte. Et clairement, là, elle semble avoir vu que tu la suivais. Et elle presse le pas. Que fais-tu? Je la suis. Elle se met à courir. Je dis à Gareth, suis-moi. Je lui dis, suis-moi, me lâche pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Gareth, suis-moi. J'arrive. Il court derrière toi et tu te mets à courir. Vous allez vous retrouver très vite dehors autour du grand amphithéâtre dans l'herbe et vous allez passer entre ces œufs et cette architecture qui est très belle. C'est vallonné, hein. Tout ça est vallonné, c'est pas tout plat. Donc la silhouette parfois tu as peur de la perdre au détour d'un arbre, d'autant que la nuit est tombée et que vous êtes éclairé par des étoiles et par des réverbères qui sont posés dans des arbres ici et là. En suivant, et comme j'ai des problèmes pour suivre, je modifie encore la petite imprimante qui est dans le pommeau pour faire une espèce de maglight très, très, très puissante qui éclaire au maximum les collines. Elle éclaire et se découpe dans le faisceau avec une propreté quasi surnaturelle, cette silhouette noire sur fond d'encre. Rien, si ce n'est peut-être ces lunettes aviateurs dont tu vois la branche luire dans le faisceau de ta lampe. Tu cours, tu t'essouffles, et là, Gareth n'a pas ton souffle. Il va falloir soit l'attendre et risquer de perdre celui que tu poursuis pour l'instant et qui ne disparaît pas comme il l'a fait auparavant, soit continuer seul. Que fais-tu?
Je tente de l'interpeller, d'interpeller la silhouette en lui disant arrêtez-vous, arrêtez-vous. Est-ce qu'elle réagit ou pas? La silhouette ne réagit pas, elle va se faufiler désormais entre deux bâtiments et tu entends cette fois quelque chose qui la rend toujours plus humaine, ce halètement. Mais il se passe quelque chose de parfaitement improbable. La silhouette disparaît dans un mur sur ta droite, à une quinzaine de mètres à peine, alors que tu l'as talonnée. Je la vois disparaître dans le mur, quoi. Dans le mur. Elle est rentrée dans le mur. Plus exactement, il semblerait qu'elle est rentrée entre le mur. Ok, je m'approche le plus vite que je peux, j'éclaire vraiment le mur pour voir s'il y a une infractuosité, s'il y a une fente. Il y a une si fente c'est vraiment surnaturel. très légère. Il y a une fente extrêmement fine. Est-ce qu'un corps humain normalement peut passer dans une fente comme ça? Non. Non. Mais tu vois quelque chose d'étrange derrière cette fente. Une lumière. Une lumière... Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à voir comment c'est fait. C'est un bâtiment, c'est quel type de bâtiment? C'est une maison, c'est un bâtiment public, c'est la maison d'un particulier, a priori. C'est un de ses œufs. Très grand œuf. Et c'est entre deux plaques de verre. Cela dit, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Le championnat Ultima Werba et cette maison paraît entièrement vide. Waouh, c'est chaud. Est-ce que je peux contourner? Est-ce qu'il y a des baies vitrées? Je peux contourner le mur pour Est-ce que pour essayer tu passes la main? Tu fais ce geste? Tu as passé la main sur la fente ou pour l'instant tu l'as pas touché? Pour l'instant, je l'éclaire au maximum. J'éclaire toute la fente pour voir si je vois quelque chose à travers. J'ose pas trop encore toucher. Je passe le faisceau lumineux. Tu vois du liasing? Je crois qu'on dit comme ça. C'est comme si la fente était pixelisée. Ah ouais. D'accord. Ouais, donc ça me donne l'impression que d'être dans une autre réalité peut-être, quoi, tu vois, une réalité vidéo reconstituée. J'ai un doute là-dessus. Voilà, je me demande si je suis pas inscrit dans un métavers ou un espace virtuel, parce que c'est quand même, ça défie les lois de la physique. Et dans Felicity, normalement, voilà, on est dans une physique classique euclidienne, donc de voir cette silhouette être passée là et cette espèce de vibration, ça me donne la puce à l'oreille d'avoir cette espèce de flicker ou d'aliasing là qui se met en et puis là ça revient dans ma tête, c'est ce truc sur qui me dit que je suis aussi. Tu vois, j'ai trouvé ça étonnant qu'on nous interroge sur la réalité de ce qu'on pourrait être. Je me dis que l'artiste a de l'intuition, que j'ai moi-même fait un slam sur la différence entre le réel et le pixel. Donc je sais pas, il y a plein de choses qui me remontent. Et en même temps, je sais pas comment tester et vérifier que je suis vraiment vivant. J'appelle Gareth. Est-ce que Gareth a réussi à arriver ou est-ce que c'est... Tu cries, Ouais. tu l'appelles, et tu n'entends pas Gareth. Tu n'entends D'accord. pas de réponse. Ton cri a l'air même de trouver un écho étrangement morne. Et tu as un moment de vertige, tu risques de tomber. Vraiment, tu es en train de tomber. Alors, je tente quelque chose sur le mur. J'utilise encore, je modifie le pommeau et je le transforme en une espèce de bombe de graffeur métallisée comme ça. Ok. Et je bombe le mur pour en faire une surface miroir. En le bombant avec une bombe métallique. Pour essayer de me voir dans ce miroir et voir si j'ai... passe quelque chose bien d'étrange, reflet. la peinture semble passer au travers. Ah ouais. Ok, donc ça fixe pas sur le mur, ça s'arrête pas. Donc j'approche la main pour voir si moi-même je passe à travers. Elle passe à travers également. Et D'accord.
Ça semble de l'image simplement texturée, tu vois, tu passes sans aucune résistance. Donc j'y vais franchement et je passe à travers le mur. Et là, comme tu y vas franchement, en plus, t'as pas le temps de te préparer. Tu vois ces jeux vidéo où t'arrives dans une zone qui n'est pas modélisée, ça arrive parfois, il y a des bugs, et tu tombes sur du ciel en fait, il y a juste du ciel. Et en plus, le ciel est un ciel de jour alors qu'il faisait nuit. Et tu tombes. Tu tombes et tu as une espèce de cœur. Le cœur te monte à la gorge. Je tombe de façon vertigineuse, comme ça. Ouais. Oui. À un moment donné, tu as l'impression d'atterrir, mais clairement, tu n'es plus là où tu étais. Tu ouvres les yeux, tu es tout endormi encore, tout endolori. Tu es sur une table. Il y a des bruits électriques autour de toi, mais surtout quelque chose de profondément réel. L'odeur de la cigarette, de la transpiration, de la poussière. Cette réalité te paraît sale par rapport à Felicity. Et tu entends une voix avec un accent un peu paniqué qui dit « Docteur Berkeley, le numéro 144 000 est sorti de son coma artificiel. » Et le docteur Berkeley, lui, beaucoup moins stressé, avec son masque sur le visage, dira simplement qu'il y retourne. Que fais-tu ? Alors qu'une infirmière s'approche pour te sédater, tu vois des fils et des électrodes partout sur toi. Ok, je tente je fais sauter l'aiguille, enfin la seringue qu'elle était en train d'essayer de mettre, et j'essaye de tirer sur les fils pour pouvoir réussir à me relever, tu vois, je tire sur les fils pour tenter de me relever, pour au moins voir où je suis, quoi, sur le... Tu as ce geste, et tu te rends compte que ta main est maintenue par une sangle de cuir. Tu veux attraper, tu as une espèce de vertige, tu te sens pas très bien, un peu nauséeux. Et l'aiguille, malheureusement, va atteindre ton épaule. Et déjà, tu tombes dans un voile de coton. Mais à ta grande surprise, tu rouvres les yeux assez vite. Sur un gazon vert tendre, l'air est si parfumé. La lumière est si douce. Et au-dessus de toi, une silhouette. Avec des lunettes aviateurs, miroir. Que fais-tu ? Je lui dis, est-ce que tu es le hacker? Est-ce que tu es venu me sauver de ce métavers? Je ne suis là pour sauver personne. Je lui dis, qui es-tu? Je suis une sorte de guide pour ceux qui savent voir. Et pour une raison que j'ignore, tu as su voir, toi. Est-ce que tu peux m'aider à sortir de ce monde? Je n'en suis pas sûr. Mais je peux te dire ce qu'il est et te rendre un peu de liberté. Tom Chrysos n'est pas ton vrai nom, comme tu dois pouvoir te l'imaginer. Et ce monde n'est rien de plus qu'un jeu vidéo très perfectionné. En tout cas, c'était mon projet à l'époque où je l'ai fait. Mais c'était trop coûteux pour du jeu vidéo, m'a-t-on dit. En revanche, cela a intéressé les gouvernements, le gouvernement américain, le premier, évidemment. Tu es dans une prison. Tu es un criminel. La purge de ta peine est la même que celle de tous les criminels.
72 à 90 heures de réalité virtuelle. Pour toi, ça c'est un cauchemar. Parce que tu as des souvenirs de ton enfance. Toi, tu as vécu une vie complète. Tes enfants, tu te souviens de la naissance, t'as tous les détails d'une véritable vie. Elle était, comme dans les films américains, elle était très idyllique, sans problème majeur, mais tu as tous les souvenirs. Elle était incroyablement réelle finalement. Chaque heure qui passe dans le monde réel, c'est une année complète à Felicity. Le gouvernement vous fait vivre une vie complète pour vous rééduquer à la culture, à la douceur, à la compassion. Et malheureusement, cela fonctionne. Tu es le premier, Tom. Tu es le premier que je parviens à contacter. Et tu sais ce qu'il en est. Alors que comptes-tu faire ? Ok, donc déjà j'accuse le choc, quoi. Je me dis, c'est rien, 90 heures d'incarcération en coma artificiel, et pourtant pour moi ça représente la totalité d'une vie, quoi, et d'une vie, pour moi qui a été très, très agréable et qui est très agréable, dans lequel j'ai un statut extrêmement valorisé, alors que j'imagine qu'en tant que prisonnier, c'est absolument pas le cas. Donc t'as envie finalement de te laisser aller dans cette virtualité, quoi, et de dire je vais faire mes heures, quitte à et à sortir avec cette culture. C'est pas si désagréable, j'y prends du plaisir, je suis assez doué dans ce jeu, et en même temps je trouve ça absolument horrible que le gouvernement américain ait mis en place une sorte de Truman Show pour les prisonniers, et une simulation assez ignoble. Donc je me dis, je vais aller au bout de la simulation, je vais aller au bout des 90 heures, mais le problème c'est que je sais pas ce qu'ils font de moi, ce qu'ils font de mon corps au bout de ces 90 heures. Donc je lui demande et qu'est-ce qui va devenir de moi en tant que corps après les 90 heures. Est-ce qu'ils vont me relâcher? Est-ce qu'ils vont m'éliminer? C'est ça qui m'intéresse, parce que s'ils me relâchent, je vais pouvoir me battre pour les autres. Mais s'ils me laissent dans le coma... Le monde réel a vu la violence chuter de manière vertigineuse. Cela fonctionne. Ces prisonniers rééduqués sont parfaitement réinsérés après ces 72 à 90 heures. Mais l'utopie est toujours l'utopie d'un seul. Et elle a toujours des coups bien étranges. As-tu croisé une seule personne noire à Felicity? Non. Sais-tu ce qu'est une personne gay? Non. Il est facile de créer une absence de conflit quand on enlève la différence. Peut-être de l'intérieur qu'il faut changer les choses, ou de l'extérieur, comme tu souhaites le faire. Tu es parfaitement libre et ce n'est pas moi qui vais t'ôter cette liberté. Réfléchis seulement à ce que tu souhaites faire. Et alors qu'il dit ça, il se passe une chose très bizarre. Il se met à pleuvoir. Il fait toujours beau à Felicity. Il pleut seulement de 3h à 5h du matin, tous les jours. Et l'herbe reste verte. Mais là, il est beaucoup trop tôt. Comme si quelque chose était en train de se dérégler. Et c'est sous cette mince pluie et le regard interdit de Tom Chrysos devant une silhouette qui a disparu que nous allons nous arrêter.